Donc, nous sommes avec Pierrick du Prospecteur. Pierrick, merci à toi d'être avec nous. Nous sommes dans une nouvelle interview pour Digital Startup et IMO. Et donc, on retransmet cette interview et en direct sur Clubhouse et ensuite, on la retransmettra sur YouTube et sur les réseaux sociaux un peu plus tard. Donc, Pierrick, tu étais déjà passé nous voir sur Gnome Clubhouse il y a quelques temps. Merci d'accepter à nouveau l'invitation. Merci de m'inviter à nouveau. Tu pitches souvent sur les startups. Vas-y, en quelques mots, qui est Pierrick? Dis-nous, pitch. Qui est Pierrick? Écoute, merci de me recevoir ici. Donc à la base, moi je viens du milieu de la finance et je me suis reconverti donc il y avait quelques années en agent immobilier. Donc j'avais mon agence et j'ai jamais perdu, on va dire, ma casquette d'ingénieur. Donc en voyant un petit peu les problèmes notamment liés à la prospection dans le métier d'agent immobilier. J'ai voulu créer donc un outil qui permettait donc les agents immobiliers d'être beaucoup plus efficaces dans leur prospection. Et donc j'ai développé un outil donc qui s'appelle le Prospecteur et qui va pour le coup sortir dans quelques semaines. Voilà, donc le Prospecteur, de manière très simple, c'est un outil qui aide à la prospection pour l'agent immobilier en détectant des opportunités de mandat, des biens qui vont bientôt tomber à la vente. En fait, ce qu'on fait, c'est de l'analyse de données. On capte des signaux et à partir de ces signaux-là donc de vente, on est capable de déterminer quels biens sont impactés et quelles personnes contacter. Donc en fait, pour résumer, ta création d'entreprise est le fruit d'une frustration. Tu avais quelque chose que tu ne trouvais pas ou un produit qui n'existait pas sur le marché. C'est marrant parce qu'on a fait une interview tout à l'heure d'un autre entrepreneur qui nous racontait que pareil, il a créé une conciergerie parce que lui-même, il avait acheté un appartement et il se retrouvait entre guillemets dans la panade, il ne trouvait pas les bons. Donc toi, c'est exactement la même chose. Tu étais dans l'immobilier, Tu n'étais pas satisfait, tu ne trouvais rien, pas de produit qui te permettait de prospecter de manière agile, de manière réactive. Et donc, tout bonnement, tu te dis, je vais créer. C'est quand même courageux de se dire, je crée. Et donc, tu as gardé ton agence ou tu as arrêté ton agence? Là, maintenant, j'ai plus le temps de faire les deux. J'avais essayé à un moment donné de gérer les deux, mais c'était plus possible. Donc, apparemment, je me concentre à 100% sur l'outil. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'agence a un peu servi de laboratoire. J'ai créé mon agence et donc, c'était vraiment dû à une frustration. Alors, moi, j'étais seul au début. Donc, je me lançais. Et, donc, c'est sur mon petit secteur, donc dans le sud de la France. Je faisais, on va dire, toutes les actions de prospection habituelles d'un agent immobilier, donc porte-à-porte, boitage, pige, recherche recommandations aux apporteurs d'affaires. Donc voilà, c'était hyper chronophage, j'étais seul. En plus, j'ai plutôt, on va dire, j'ai pas forcément un profil commercial à la base, donc c'était vraiment, si tu veux, je sortais vraiment de ma zone de confort. Donc c'est tellement un point de souffrance pour moi que je me suis dit, j'ai commencé à développer, si tu veux, la première version du Prospecteur pour moi, pour mon agence, pour m'aider un petit peu à prospecter, mais de manière plus ciblée, à pas passer 36 000 heures à prospecter à l'aveugle. Je voulais vraiment avoir quelque chose qui me cible les gens que je devais contacter directement. Et en fait, c'est parti de là. Donc, dis-nous en plus, parce qu'aujourd'hui, les outils, nous, par exemple, on utilise un outil qui est Tactic-Imo. Tu as des outils de pige, en fait. Est-ce que c'est lié à la pige? Explique-nous, donne-nous un peu plus d'informations sur le Prospecteur. Donc le problème que j'ai identifié au niveau de la pige, c'est que déjà, on arrive un peu tard, dans le sens où le bien est déjà à la vente, il est déjà mis en annonce. Alors, il peut être mis en annonce donc, par le particulier. Le problème, c'est qu'évidemment, on voit tous, la pige, c'est compliqué parce que on n'est pas la seule agence à appeler le particulier. Après, c'est tout un art et un tact de faire de la pige et les retours sont là aussi, évidemment. La pige a ses mérites. C'était pas quelque chose dans lequel j'étais forcément bon et je trouvais qu'en plus, ça permettait pas, si tu veux, à petite échelle, parce que tu es seul et tu fais ça de manière vraiment même disciplinée. Tu peux avoir des très très bons retours avec ça, mais le problème, c'est que j'arrivais pas, en tout cas de mon côté, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, à rentrer des mandats de qualité. J'appelle mandat de qualité, c'est-à-dire en exclusivité et au prix. Si tu veux, lorsque j'avais un particulier, qui le mettait,
qui mettait son bien en annonce et qui disent voilà, déjà, il te met bien, on va dire, dans les lignes, agence s'abstenir, ne m'appelez pas, etc. Donc, quand tu l'appelles, en plus, tu es 10e à l'appeler, vas-y pour déjà, le prix est en moyenne des particuliers surestiment leur bien de 20%, hein, ça c'est statistique, on va dire. Donc, vas-y pour lui dire, ok, vous allez le rentrer chez moi en exclusivité et en plus, on va baisser le prix. Et alors que tu as 10 autres agences qui l'appellent. Donc, forcément, c'est compliqué. Donc, voilà, j'avais du mal à rentrer vraiment des mandats de qualité avec ça. C'était assez frustrant pour moi. Et donc, voilà, c'est pas du tout un outil de pige, le prospecteur. Si tu veux, à l'heure actuelle, je vois à peu près trois outils de prospection digitaux. Hein, je parle vraiment de support digital pour la prospection d'un agent immobilier. Tu as d'abord donc les outils de pige, donc qui ont, on vient d'en parler, avec les avantages et les inconvénients. Tu as aussi des solutions un petit peu à la meilleure agent ou d'autres qui se positionnent là-dessus. Je ne sais pas si on peut citer de marque, mais oui. Voilà. Bien sûr, cite, oui. Un peu des trucs genre Real Advisor, des trucs comme ça, où en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la publicité sur Internet de manière ciblée, tu sais, dans les bannières du genre « estimez votre bien ». Ils s'arrangent pour que cette publicité-là, elle arrive sur des sites du genre… On les utilise, nous, Real Advisor, et c'est très variable en fonction des villes. Par exemple, sur Lyon, on avait eu 0 retour. Il y a des endroits où ils nous ont complètement annulé les contrats, etc. Donc, c'est très aléatoire. C'est compliqué. Hein. Moi, après, je trouve pas la démarche mauvaise. Au contraire, moi, je trouve que c'est aussi un autre moyen de faire, de capter du prospect vendeur, hein, du lead vendeur. C'est vraiment ça qu'on veut ultimement, in fine. Mais voilà, le problème, c'est que du coup, il faut que tu t'arranges. Déjà, c'est tout un art de bien cibler ta publicité au bon endroit et de la bonne manière. Et ensuite, voilà, il faut que tu t'assures de la qualification des prospects. Elle n'est pas toujours au rendez-vous, donc c'est bien le problème. Moi, si tu veux, mon outil, c'est pas du tout la même approche. Moi, ce que je fais, c'est vraiment, c'est de la data science. C'est-à-dire qu'on a observé qu'il y avait des sources très, très intéressantes sur la donnée nationale qui, pris isolément, n'ont aucun sens, mais c'est lorsqu'on arrive à entrecroiser les choses qu'on est capable de voir des prospects, des opportunités de prospects autour de nous qui se dessinent. Je te donne un exemple. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des événements qui étaient déclencheurs le plus souvent de ventes immobilières. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient capter ces événements-là et on vient retracer quelles sont donc les personnes impliquées et les biens impliqués, tout en respectant évidemment on va dire la balise RGPD qui nous a imposée. C'était ma question. Ouais, non, en fait, si tu veux, le prospecteur, voilà, il y a plein de choses qu'on arrive à retracer, des événements de vie, des événements de vie au niveau de la personne, des événements de vie au niveau, par exemple, d'une société aussi, si elle détient des biens immobiliers. Il y a plein de choses qu'on arrive à retracer. Sur les 150 signaux qu'on arrive à retracer, on ne peut se servir que de 100 signaux, d'accord ? Il y a à peu près 50% 50 qui passent à la trappe parce que le RGPD nous implique qu'on ne peut pas diffuser ces infos. Mais ça nous laisse quand même pas mal de potentiel pour prévoir l'avenir et voir quels sont donc les biens qui vont être prendre. Mais ces signaux, c'est du style je fais un devis de déménagement, ça peut être du déménagement. Alors, honnêtement, il y a sur les signaux dont je t'ai parlé, donc les centaines de signaux, ils sont dérivés à peu près d'une soixantaine de bases de données. Ça dépend. Mais ça peut être par exemple des déplacements, des déménagements, ça peut être des difficultés financières, ça peut être des liquidations, ça peut être des procédures collectives, ça peut être des successions, ça peut être des démissions, ça peut être des nominations, ça peut être des difficultés financières, je pense que je l'ai dit, ça peut être aussi des prospérités financières, alors qu'on a un patrimoine avec des petits biens. J'ai gagné au PMU. Voilà, donc en fait, tous ces signaux, tu les agrèges toi, dans un CRM en respectant le RGPD, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc donc, est-ce que tu achètes de la data ? Aussi, en fait, sur les sources de données que je t'ai parlé, il y en a qui sont en open data, il y en a qui sont qu'on achète, il y en a qu'on loue, il y a des bases de données qu'on loue, donc ça dépend en fait, ça dépend des sources. Et donc, ton agence est le premier bêta-testeur de ton outil, c'est ça ? Ouais, un peu, ouais, on peut dire ça. Et ça donne quoi comme retour ? Sur les signaux forts, on a
alors après, on l'a testé à petite échelle, mais sur les signaux forts, du genre les successions, du genre les liquidations, certaines procédures collectives, une fois sur deux, tu as le projet de vente qui se réalise et tu l'anticipes à l'avance. Donc ça, c'est pas mal. Et comme tu as pas mal de ces cas-là qui arrivent, bah, c'est très intéressant du coup parce que ça donne pas mal d'infos pour prospecter de manière intelligente. Après, tu as des signaux qui sont un peu plus faibles. De toute façon, oui, on l'a testé, mais non seulement on l'a testé nous à une petite échelle sur le terrain, mais on l'a testé également en pratique via les données. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse a posteriori. Je ne vais pas parler trop technique, mais on regarde tous les signaux qu'on aurait pu capter dans le passé et on les met en corrélation avec les DVF, avec les ventes passées. Et du coup, on est capable de voir quels sont les signaux qui ont engendré in fine une vente, quel a été le timing, c'est-à-dire dans combien de temps, généralement, lorsque l'événement s'est produit, combien de temps ça a pris pour que la vente arrive et quelle est la probabilité qu'elle arrive in fine. Et donc, à partir de là, on est capable d'avoir un ranking, si tu veux, pour tous les types d'événements qu'on capte. Voilà, c'est technique en arrière, mais en avant-plan, ça donne juste une liste de prospects qualifiés pour les agents. C'est absolument bien, Pierrick, parce que ça me fait penser à l'analyse technique en bourse. J'ai l'impression que tu es en train de parler d'analyse technique, d'analyse graphique. On analyse un peu ce qui s'est passé avant, on regarde comment ça a fonctionné, on essaye de voir, d'anticiper le comportement des marchés actuels. Et du coup… Oui, c'est ça. En plus, c'est peut-être la casquette de financier ou d'analyste financier qui ressort, peut-être. Exactement. Du coup, et quand vous parliez, Samuel a donné l'exemple des déménagements, mais moi, j'ai pensé à l'exemple des décès. Parce que je sais que dans la petite gazette de ma ville, des fois, on regarde, il y a les décès dedans. Et justement, ça peut être un signal. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais voilà, j'ai pensé à ça. Ouais, c'est un signal tout à fait, c'est un signal qu'on utilise. Ça tombe bien parce que du coup, pour le coup, les décès respectent le RGPD. Donc, c'est-à-dire que le RGPD ne s'applique plus à partir du décès de la personne. Donc sur les décès… Ah oui, donc en fait, on peut citer le nom parce que la personne est décédée, c'est ça? Exactement. Le RGPD s'applique sur donc le règlement sur la vie privée et parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie privée. Donc voilà pour les décès. Après, on prend souvent cet exemple parce qu'il est très parlant. Honnêtement, ça représente peut-être 8% de ce que peut produire le prospecteur en termes de prospects. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est très parlant et c'est vrai que oui, ça crée des prospects, etc. Mais en fait, de manière plus élargie, ce qu'on est capable de voir et de faire, c'est qu'au-delà des déclencheurs d'événements qu'on capte, et donc c'est sur du one-shot, ok, on capte là une vente potentielle et on peut s'y positionner, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet d'avoir une vision à 360 de toutes les personnes qui sont autour de nous et de créer des campagnes. Là, je m'explique. On peut, par exemple, on a une vision sur tout un bon nombre de personnes, on va dire, sur notre secteur. Et en fait, on peut filtrer donc directement ces personnes selon leur âge, selon leur patrimoine, selon leur profil, etc. Et on peut arriver du coup à des listings j'allais dire prospects ou de personnes qui ne sont pas forcément vendeurs là aujourd'hui parce qu'il y a un déclencheur qui vient de dire. Mais comme ce sont des gens qui sont dans une certaine tranche d'âge, qui ont un certain nombre de biens en patrimoine, potentiellement, ce seront des futurs clients. Et du moins, c'est bien de les avoir dans le réseau. En fait, ça permet d'avoir, si tu veux, au-delà de la détection de prospects, ça permet aussi d'avoir, de voir qui contacter en termes de clients futurs, de se bâtir un réseau. En fait, ça permet vraiment de parler aux bonnes personnes sur ton secteur de manière locale afin de développer ton portefeuille clientèle, tout simplement. Mais tu arrives à le faire avec le patrimoine, c'est ça? Ouais. Parce que sur Facebook, par exemple, les notions de patrimoine de revenus, en France, tu ne peux pas le faire. Non. Aux États-Unis, tu peux le faire. En France, c'est interdit, si tu veux. Oui, exactement. C'est très intéressant. C'est un gros différenciateur, ça. C'est un différenciateur. Quand je parle de patrimoine, je parle de patrimoine immobilier. Tu arrives à voir, si tu veux, tu peux directement filtrer. Je veux quel type de personnes qui ont tel type de patrimoine, tel type de bien immobilier en patrimoine. Oui, après, in fine, ce qu'on veut faire après, oui, c'est estimer évidemment le patrimoine et avoir une estimation à l'euro. Mais voilà, là, c'est vraiment pour filtrer selon le patrimoine qu'il a en
l'immobilier, et c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir quels biens sont détenus par la personne. C'est un peu l'objectif, ouais, c'est top. C'est un peu l'objectif. Donc voilà, donc en fait, on essaie vraiment d'aller plus loin que ça, et on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que il y a aussi un gros segment de la prospection qui sont les apporteurs d'affaires. Et on peut très bien voir quels sont les meilleurs apporteurs d'affaires sur le secteur à contacter. Par exemple, avec les signaux qu'on avait captés, on peut très bien voir, je donne un exemple, quels sont les nouveaux commerçants qui viennent d'arriver sur le secteur, d'accord ? Et ça, c'est très intéressant, et on peut voir à travers ces commerçants quelles sont les personnes à contacter. Souvent, des nouveaux commerçants, ils vont être implantés localement dans les centres-villes, etc. Ils sont souvent, on va dire, source d'informations intéressantes. Et les nouveaux, généralement, ils ne travaillent pas encore avec des agences, etc. Donc, c'est les premiers, on va dire, sur lesquels on peut s'y positionner. Les scénarios sont multiples, sont très variés. En fait, le but, c'est d'avoir un outil assez polyvalent pour prospecter de manière différente, dépendamment du secteur dans lequel on est. Donc, nous, là, on a une espèce de grande base de données où on peut filtrer les choses de manière assez simplement pour afficher l'info qu'on veut. Le prochain défi qu'on va faire, c'est de faire un espèce de guide d'utilisation dépendamment du secteur dans lequel on est. On n'utilisera pas le prospecteur dans des secteurs ruraux de la même manière qu'on l'utilise dans le centre-ville de Marseille ou de Paris, par exemple. Ok. On voit qu'on est vraiment sur une boîte très tech. On n'est pas juste sur un agrégateur d'annonces qui va nous faire ressortir toutes les annonces en fait, de toutes les plateformes. Il y a vraiment de la technologie derrière. Du coup, comment ça se passe niveau prise en main? Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience et nous dire à qui ça s'adresse? Est-ce que si je suis un chasseur immobilier, un investisseur, une agence, voilà, comment ça fonctionne et nous parler de l'expérience? Ouais, donc niveau expérience, ça a l'air complexe en parlant en arrière-plan, mais en interface, on a voulu que ce soit le plus simple possible. Pour te donner un exemple, si tu vas sur ton compte Instagram ou sur ton compte Facebook, par exemple, et que tu essaies de rechercher des personnes avec des filtres, en fait, c'est exactement la même interface. C'est-à-dire que si une personne sait utiliser Facebook ou Instagram, elle saura utiliser le prospecteur. Et c'est vraiment aussi simple que ça. Tu veux chercher des prospects, des personnes avec telle et telle caractéristique, tu mets tes filtres. Les filtres, on les a fait les plus simples possibles pour qu'ils répondent exactement à ce que veulent les agents immobiliers. Donc voilà, au niveau de l'interface, on s'est vraiment creusé la tête pour la faire la plus simple possible. Non seulement ça, mais on va même aller beaucoup plus loin cette année, c'est-à-dire que en fait, sur le prospecteur, tu auras ton interface, tu pourras créer tes filtres, tu enregistreras donc tes filtres, et en fait, quand tu enregistres tes filtres, tu enregistres une requête. En fait, ça fait une campagne. Là, tu dis, par exemple, voilà, je veux filtrer toutes les personnes qui, je sais pas, ont entre 60 et 65 ans, donc ils vont bientôt tomber à la retraite, peut-être elles vont avoir une vente immobilière qui va se passer, et je veux en fait les sortir tout le temps. Tu enregistres ta requête, ça fait une campagne, et en fait, tous les mois, ça te donnera ces personnes-là, ces nouvelles personnes qui viendront sur ton secteur. En fait, ce qu'on veut faire, c'est que ça te générera des courriers automatiques, c'est-à-dire sur ta requête. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, le prospecteur, tu le prendras une fois, tu feras tes filtres, tu le paramétreras une seule fois, et après, chaque mois, ça t'enverra, ça te générera soit les courriers automatiques à partir des infos du prospecteur, avec le truc de ton agence, etc. Ça pourra aussi t'envoyer directement des emails. En fait, voilà, c'est essayer d'automatiser un petit peu ce process, ou pas, où tu peux juste te servir des infos et y aller, on va dire, d'humain à humain, et avec un tact un peu plus personnalisé. Et le fait que ce soit ciblé te permet de faire ça, parce que du coup, tu n'as pas 36 000 personnes à approcher, tu vois, tu en as moins. Du coup, tu peux aller plus dans l'approche qualitative. Mais voilà, le but, c'est vraiment qu'une personne seule, que j'ai été, puisse, si tu veux, avoir une force de frappe aussi importante qu'une agence qui est implantée là depuis longtemps. D'accord. Alors, à l'époque, quand on avait discuté, je crois que tu disais que c'était un outil qui pouvait aussi être utilisé par les promoteurs pour trouver des terrains, des choses comme ça. Donc, c'est assez puissant finalement et ça s'adresse à un large panel de personnes. Oui, c'est une bonne question, tout à fait. Alors, je parle beaucoup des agents immobiliers parce que c'est notre cœur de cible là, pour ce produit-là, mais il s'applique aussi pour le développement foncier. Parce que, si tu veux, ce qu'on entrecroise aussi, c'est tout le cadastre avec tous les PLU de toute la France.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux du coup croiser ça avec nos signaux. Donc, tu peux sélectionner parmi les parcelles constructibles qui peuvent te permettre de faire tant de logements, indépendamment de ton projet de construction. Tu as un projet de construction sur une commune. Bah, tu vas dire, OK, parmi ces parcelles-là de ma liste, déjà, ça te sort la liste. OK, quelles sont celles qui potentiellement vont bientôt tourner à la vente, c'est-à-dire sur lesquelles j'ai des signaux de vente. Donc là, ça te donne du coup une liste de prospection hyper ciblée pour ton développement foncier. Donc ça peut aussi s'appliquer au développement foncier, recherche de terrains constructibles et les métiers donc, de marchand de biens et de promoteurs immobiliers. D'accord. Aujourd'hui, la répartition des utilisateurs, pour l'instant, elle est comment ? Nous, principalement, c'est honnêtement, là, c'est un peu le cordonnier mal chaussé. On n'a pas trop fait de prospection nous-mêmes pour nous. Là, on est vraiment dans la dernière étape du développement du produit. On a eu beaucoup de retard sur le développement du produit. Il devait être prêt début novembre, fin octobre, début novembre. Donc là, on en est toujours à finaliser le produit. Là, tu es en bêta, c'est ça? Ouais. Donc la bêta, en fait, la bêta, la première version va être la bêta, mais du coup, étant donné que c'est une plateforme de données, bon, il n'y aura pas de grand risque. Il n'y a pas beaucoup d'interaction en fait avec l'application dans le sens où c'est juste une base de données dans laquelle tu filtres ultimement, tu vois. Donc il n'y a pas tous ces bugs de OK, tu t'inscris, tu machin, etc. Donc, on n'a pas tous ces problèmes-là, donc la bêta va être pas mal la version finale. Mais voilà, là on a annoncé une date de sortie dans une dizaine de jours, donc fin janvier. On va tout faire pour la respecter et du coup on est concentré à fond là-dessus et pas trop eu le temps de prospecter de notre côté. Il y a eu quelques articles dans des blogs spécialisés qui sont sortis, qui nous ont amené quelques précommandes. On avait vendu le produit en précommande, mais voilà, on n'a pas cherché plus que ça à le commercialiser. Là, si on peut revenir un petit peu sur ta casquette vraiment d'entrepreneur, comment s'est passé, comment tu as pu former une équipe pour développer cette application? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as souffert, justement, tu as découvert la pain, comme disent les Anglais, et tu as décidé de développer ce produit, et aujourd'hui, comment tu as monté ton équipe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Et est-ce que tu l'as fait en fonds propres? Alors, pour répondre à la dernière question, ouais, je l'ai fait en fonds propres. On a eu de l'aide, par contre, on a eu des aides financières. On est dans un bon écosystème en France où quand on a une idée, qui, ma foi, je l'espère en tout cas, tient à peu près la route. Il y a des leviers, il y a des dispositifs qui sont là, qui pourraient aider les entrepreneurs, donc ça c'est top. Moi, j'avais pas forcément beaucoup de fonds propres disponibles, donc mais j'en avais quand même généré via mon agence, donc je me suis servi de ça. Il y a eu donc la BPI qui nous a suivis, il y a eu l'incubateur de la Belle de Mai qui nous a également suivis, dans lequel on a été incubé pendant 2 ans. Ça, c'était vraiment, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Pour répondre à la première partie de ta question, moi, j'avais commencé à coder la première version moi-même, et au début, c'était vraiment pour mon agence. Après, si tu veux, je suis arrivé à un point où mon expertise suffisait pas, donc là, il a fallu chercher donc des profils, ce qu'on appelle des data scientists, vraiment des profils. C'est pas juste des développeurs, c'est une casquette beaucoup plus orientée traitement de la donnée, donc assez spécifique. Et écoute, j'ai eu de la chance de tomber sur, si tu veux, des gens qui sont devenus amis par la suite, avec qui ça a bien cliqué. Et voilà, et on a commencé la première version, la deuxième version pour le coup, ensemble, et depuis on travaille ensemble depuis lors. D'accord. Donc quand tu commences à développer, la chance que tu as, c'est que tu peux tester dans ton agence. Donc tout de suite, tu sais si ça marche ou si ça ne marche pas, et tu arrives quand même à avoir ce recul de ne pas être obstiné par ton produit et de te dire que tu es en train de développer quelque chose qui va révolutionner le monde. Tu arrives à prendre du recul et améliorer les choses à chaque version. Ouais, exactement. Au début, je voulais pas du tout. Au début, honnêtement, je voulais juste un truc qui me permette d'améliorer mon quotidien et m'éviter d'aller faire du porte-à-porte ou de la pige. J'ai testé ça.
Au début, c'était mon objectif premier. Mais après, en creusant et en voyant qu'il y avait un potentiel, comme j'avais aussi accès à la donnée sur toute la France, je me suis dit, voilà, si j'ai eu ce problème-là, clairement, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont eu ce problème-là. Et je me suis dit, ouais, il y a clairement un créneau à prendre. Et du coup, je vais me concentrer là-dessus et itérer le produit ainsi de suite. Après, si tu veux, j'ai jamais perdu de vue l'utilité terrain. Moi, j'ai de la chance d'être dans un coworking qui est spécialisé dans des professionnels de l'immobilier où tu as des agents immobiliers, des promoteurs, des avocats, etc. Toutes sortes de gens les métiers sont attraits à l'immobilier, qui avaient tous des besoins différents et c'est toujours bien d'avoir leur retour en direct également, tu vois, d'avoir toujours cet ancrage terrain et cette utilité, je dirais pragmatique de l'outil. Oui, on avait Kevin tout à l'heure qui nous disait la même chose. Le fait d'être avec d'autres personnes qui font, ça t'aide aussi, ça te motive. Je pense qu'il y a eu des hauts, des bas. Et c'est vrai que pendant ces moments-là, pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, ça aide. Ah ouais, c'est sûr. Je pense que l'isolement, quand tu es entrepreneur sur des projets comme ça, c'est vraiment c'est pas forcément bon. Et c'est toujours bien d'avoir des retours. Ou, tu vois, Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ma foi, je pense que le coworking dans lequel je suis, ça a aussi joué dans je dirais, peut-être les idées que j'ai eues et l'ouverture par la suite pour le développement du produit. D'accord. Aujourd'hui, donc, vous avez développé ce produit-là, il est prêt, vous lancez. Ouais. Quelle est votre ambition? Comment tu vois les choses à l'avenir? Et si tu peux dire un petit mot sur, une fois que tu développes ce produit, je pense que tu lèves la tête et tu regardes s'il y a de la concurrence. Qui sont vos concurrents? Comment tu te positionnes? Comment tu te différencies? Nos concurrents, c'est à peu près les solutions que j'ai citées au début. Moi, après, je vois plus ça comme des solutions complémentaires. Dans le sens où, honnêtement, si j'étais une agence et que j'avais budget pas illimité, mais voilà, j'avais un certain budget pour ma prospection. Et je pense que vraiment, si tu as 1 euro à mettre dans ton agence, c'est pour ta prospection parce que c'est ton gagne-pain. Je prendrais plusieurs outils qui m'aident à générer des leads. Je pense que au niveau de ce truc-là, il ne faut pas être chiche sur le nombre d'outils que tu utilises, parce que vraiment, là, pour le coup, la rentrée de mandat, c'est le nerf de la guerre. Au début, pour l'instant, les concurrents, c'est pas mal ceux-là. Moi, pour l'instant, comme je dis aux clients, je vois plutôt ça comme des solutions complémentaires et que je trouve bonnes aussi. Après, lever la tête pour la concurrence, je sais pas. J'ai évité un peu de regarder. J'ai regardé la concurrence vis-à-vis de l'offre, etc., de ce qui était possible de faire, mais après, j'ai pas forcément trouvé de solution qui avait à peu près la même démarche que nous. Donc, j'avais pas trop de comparatifs et j'ai développé, avec l'idée que quel produit je pourrais faire pour m'aider le maximum à prospecter. C'était vraiment dans cette optique-là. Plutôt que de dire quel produit je pourrais faire pour faire mieux que la concurrence, etc. Oui. Parce que, je voyais pas de solution similaire. Similaire, d'accord, ok. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? On est à travailler à temps plein sur le prospecteur 4. D'accord. Plus des personnes qui ne sont pas à temps plein, mais qui vous filent un coup de main pour développer le produit. Incluant ces personnes-là. Tout d'accord. Au début, tu sais, c'est le genre de truc où c'est mieux. C'est le genre de projet où, en fait, quand tu as une trop grosse équipe, je pense, de développement, imaginons, je pense que tu prends 10 data scientists pour développer ça, ça va être un calvaire parce que tu as besoin d'avoir, si tu veux, peu de cerveaux qui ont une vision globale sur tout le truc parce qu'il y a tellement d'interactions entre les données que. De toute façon, on ne pouvait pas se le permettre, donc on a fait avec ce qu'on avait. Simplement. Voilà, donc non, on est une toute petite équipe, on n'a pas encore ni de commerciaux ni rien pour vendre la solution. Pour l'instant, on en est là. On a des partenaires là qui vont arriver pour la commercialisation, des réseaux d'agences, etc. Mais pas à l'interne pour le moment. D'accord, vous faites tout vous-même. Et justement, tu parlais de partenaires et c'était ma question. Aujourd'hui,
vous développez des partenariats, vous commencez à avoir des partenariats un petit peu avec des agences? Ouais, Ouais, c'est pas encore public, donc je peux pas dire le nom. d'accord, ok. Il y a un réseau, là qui va embarquer et qui va proposer donc la solution aux agences membres. Et il y a des réseaux de franchise aussi avec lesquels on est en pourparlers. Voilà. Voilà. Après, il y a des belles choses qui arrivent, mais malheureusement, elles ne sont pas publiques. Donc, j'essaie D'accord. d'être délicat vis-à-vis des autres parties prenantes d'en parler. D'accord, ok. Non, c'est passionnant. Bravo pour ce que vous faites. Je pense que oui, c'est que le début de l'aventure. C'est un outil qui sera amené à être utilisé par beaucoup de personnes qui sont dans l'immobilier. Juste si tu peux revenir sur la partie, tout à l'heure, j'ai demandé, aujourd'hui, moi, si je recherche des biens pour des particuliers qui sont investisseurs, est-ce que c'est un outil qui est adapté? Tu recherches des biens pour des particuliers investisseurs. Voilà. Moi, je te dirais pas plus adapté qu'un site d'annonce qui mettrait des ventes D'accord. des biens actuellement en vente, parce que bon, à la limite, tu pourrais utiliser Prospecteur pour essayer de, avant qu'il tombe en agence, de payer la commission. Ouais. Ce serait beaucoup d'efforts, je pense, pour le coup, et ce serait peut-être moins naturel que directement aller sur les sites d'annonce. Par contre, dans l'autre sens, ça marche très très bien. C'est-à-dire que tu peux utiliser Prospecteur pour trouver tes investisseurs clients. Ok. Parce que sur n'importe quel secteur, tu peux voir qui investit beaucoup, dans quel type de biens, etc. Ça te donne la liste des personnes. Et là, du coup, tu pourrais dire, OK, quelle personne potentiellement désire investir, tu vois. Donc, tu peux l'utiliser en site. Là, ce serait beaucoup plus naturel. D'accord, ok. C'est finalement un outil un peu couteau suisse qui nous permet de faire pas mal de choses. Ouais, moins tout ce que. En fait, c'est parce qu'on nous dit souvent oui, mais du coup, un coup qui croit qu'on récolte simplement les annonces immobilières. Les annonces immobilières, les données sur les annonces immobilières, on en récolte zéro. On ne se base pas du tout là-dessus pour prospecter. Donc, c'est pas du tout ça. Donc, voilà, c'est une autre méthodologie. Et donc, du coup, elle est appliquée dans certains cas, elle marche très 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 bien dans certains cas, et moins bien du coup pour, par exemple, la recherche de biens. En fait, elle marche bien pour la recherche de prospects vendeurs, de biens qui vont bientôt tomber à la vente, et de personnes investisseurs, etc. Donc ça marche assez bien. D'accord. Je pense qu'on est sur un... Excuse-moi. Oui, dis-moi. Qu'on est sur un système d'abonnement. Ouais, système d'abonnement, donc comme un SaaS, et on a un tarif qui... donc en fait, tu prends ton abonnement sur ton secteur. D'accord. Et on délimite les secteurs par les codes postaux. Donc tu prends ton abonnement sur le code postal que tu veux. On a un nombre de places limité du coup par code postal, parce que ton prospect il n'a de valeur que si il n'y a pas tout le monde qui l'a. C'est un peu le problème de la pige d'ailleurs. C'est parce que voilà, tout le monde a accès à l'information, aux annonces de particuliers, et donc c'est pour ça que ça perd un peu de sa valeur. Donc voilà, là tu as un nombre de places limité, et honnêtement avec la limite qu'on a mis, les agences ou les agents ne se marcheront pas dessus. Donc il y a ça. Voilà, limite à combien par code postal, par exemple, tu limites à combien de clients, agences ou promoteurs? C'est très facile, par tranche de 10 000 habitants. Donc, par exemple, en fait, tu prends ton abonnement sur le 8e à Marseille, tu as 80 000 habitants, donc du coup, tu n'auras que 8 places disponibles. Par contre, si tu peux prendre ton abonnement sur Cassis, par exemple, qui est une petite ville juste à côté de Marseille, tu as 8 000 habitants, donc tu n'auras qu'une seule place disponible. Là, pour le coup, tu auras l'exclusivité de tout. D'accord, donc et ça peut être que l'exclusivité agence et promoteur, ou tu peux le vendre deux fois? C'est-à-dire, tu veux dire, en fait non, si je suis promoteur, je suis pas forcément la même cible qu'une agence immobilière. Oui, tout à fait. Alors, donc tu pourrais vendre deux fois l'abonnement, c'est ça que je veux dire. Là, je te parle vraiment de l'offre, on va dire agent immobilier, agent mandataire, etc. Transaction immobilière pure, ok. On n'a pas encore fait d'offres adaptées là pour les promoteurs. De toute façon, on ne nous a pas trop sollicité là-dessus.
pas forcément chercher. Mais les promoteurs, leur problème, c'est que le code postal, ça leur suffit pas. Et en plus, tu as plein de données qui sont utiles pour les agents immobiliers, mais dont les promoteurs se soucient guère. Eux, ce qu'ils veulent, le développement foncier, c'est le terrain constructible. Ils s'en fichent de savoir quel appartement va bientôt tomber à la vente. Oui. Complètement. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la parcelle constructible qui va bientôt tomber à la vente. Et sur un champ plus élargi que le code postal. Ils regardent sur un département complet. Donc là, c'est une offre qui est différente. On va déjà… Donc toi, tu démarres pour les agences. Pour l'instant, tu fais beaucoup pour les agences immobilières seulement. Pour l'instant, exclusivement, l'offre, c'est pour les agences. Et après, là, écoute, dans l'année qui va suivre, on va faire une offre promoteur parce que ça s'applique aussi à ça. Mais voilà, une étape à la fois. Donc c'est par 10 000 habitants. Ok, bon, bah, c'est intéressant. Par 10 000 habitants. Ouais. Ok, yes. Alors là, c'est une question un peu bizarre. Là, avec l'information que tu viens de donner, du coup, vu que c'est par 10 000 habitants, est-ce qu'un investisseur, il ne peut pas calculer le potentiel maximal de gain? Du coup, vu qu'en prenant toutes les villes et en faisant un découpage, on saurait combien d'abonnements maximum vous pouvez vendre. Et du coup, je ne sais pas si demain tu vas les lever ou un truc comme ça, peut-être ça caperait ce que tu es capable de faire, ou le potentiel est plus gros et c'est moi qui ne réalise pas. Je ne sais pas si ma question elle est claire. Ouais, tu veux dire que si quelqu'un il calcule genre le cap maximal, après c'est tous les mois, donc il faudrait qu'il paye tous les mois, mais nous, s'il nous prend toutes les places disponibles, ça n'a pas de problème. Oui, je pense que ça représente quand même beaucoup d'argent, mais oui. Ouais, ça représente beaucoup d'argent et donc je pense pas qu'il ferait ça. D'accord. Voilà. Et attends, il y avait une deuxième partie de ta question. Oui, est-ce que le potentiel, il est… Enfin, là, je pense que vous lancez en France, dans quelques régions, et puis après, vous avez l'ambition d'aller, je pense, plus loin. Vu que c'est sur la data, c'est quelque chose que vous pouvez faire partout. Ouais, on a deux ambitions. D'abord, c'est de traverser les frontières. Et ensuite, c'est de traverser les secteurs. C'est-à-dire que le prospecteur, c'est très très bien pour la prospection immobilière. On a remarqué que ça s'applique aussi à plein d'autres domaines, notamment des domaines qui sont un peu contraints par des campagnes publicitaires et qui n'ont pas forcément de levier de prospection et dans lequel la réglementation vient de changer. Je pense aux comptables, je pense aux avocats, je pense à tous les métiers du droit. Ce sera de peut-être avoir aussi une offre également pour eux. Il y a parmi les signaux qu'on capte, il y en a qui sont extrêmement intéressants pour les experts comptables, pour les commissaires aux comptes, pour les avocats, notamment les signaux qui sont relatifs à des entreprises. Donc à ce moment-là, on tâchera de voir ce qu'on peut faire dans ces secteurs-là. Tu pourrais, comme l'a été Arthurine, qui a été la newsletter de l'agent immobilier indépendant et qui ensuite est allé vers tout ce qui est avocat, santé, etc. Arthurine, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ce qui a fait leur valeur, c'est de proposer des newsletters à des professions qui ne pouvaient pas démarcher et qui n'avaient pas forcément les moyens. Un dentiste tout seul, il n'a pas forcément les moyens de se faire sa newsletter, si tu veux. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est aller, à l'international et deux trans-marchés sur des marchés. C'est génial, ça, comme potentiel. Ouais, c'est un gros potentiel. Ça s'applique bien. Si tu veux, un peu et là, la concurrence, ce serait un petit peu, du coup, la prospection via réseaux sociaux, etc. Nous, notre solution, c'est de la donner terre à terre sur des événements qui se sont produits. En fait, ça marche bien pour des prospections qui sont locales et à tendance B2B ou, si tu veux, l'immobilier, c'est B2C, mais tu vois, tu as quand même un bien immobilier sous-jacent. Donc, tu as quand même une proposition de valeur qui n'est pas exactement la même que si tu vendais, je ne sais pas, quelque chose de purement B2C, genre un paquet de biscuits. Tu es un peu entre les deux. Voilà, le prospecteur, ça marche très très bien pour ce genre de prospection. Local et, on va dire, projet B2C important ou B2B. Voilà. Donc voilà un peu pour la vision, le potentiel. Et ouais, il y a pas mal de trucs sympas à faire. Comment tu vas financer tout ça ? En bootstrap pour le moment. Pour le moment, en bootstrap, écoute, on va déjà faire cette année sur l'outil qu'on a qui est déjà… Non, mais là, si ton outil sort, tu as des prêts, c'est bon, tu as des aides, tu vas probablement y arriver. Tu vas faire 2-3 success stories et entre guillemets, c'est parti. Enfin, je l'espère et je te le souhaite. Merci. Maintenant, demain, comment tu vas aller ? Je repose ma question.
Ouais. comment tu vas aller, un, à l'export et deux dans d'autres marchés. Ça coûte de l'argent, ça coûte ça coûte de l'argent, tout simplement. Ouais. Écoute, la question de la levée de fonds se posera. J'y pense déjà. Honnêtement, on verra. Il y a énormément. Si tu veux, oui, évidemment que ça coûte de l'argent, etc. Par contre, il y a des leviers qui te permettent de faire en sorte que ça ne coûte pas tant d'argent que ça, en fait. Si tu veux, tu as énormément de leviers sur notamment la commercialisation qui peuvent être assez peu onéreux et assez bien. Tu as un retour sur investissement qui peut être très 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 important avec peu de ressources. Donc voilà, tu as plein de. Aujourd'hui, je rigole parce qu'en fait, au début où tu nous as dit, moi, j'étais pas très à l'aise avec la prospection. Ouais. Ça revient à chaque fois, c'est-à-dire que dans ton mode de vente aujourd'hui où tu vas être partenaire avec des agences, tu vas pas prospecter, tu vas aller voir 2-3 réseaux. Bon, il va falloir sortir de zone de confort, téléphoner, mais après, tu vas pas aller taper aux portes de chacune des. Ouais, c'est ça. En fait, et là, tu es en train de me dire, il y a des leviers qui vont permettre de commercialiser, qui vont coûter moins cher. Donc, c'est encore une fois vers des partenariats. Donc, je ne me mets pas à faire du tap-tap, entre guillemets. Tu vois, c'est assez marrant ton mode de. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Je rigole, mais je pense que tu as complètement raison. Tes partenaires vont être tes ambassadeurs, tes chevaux de Troie pour aller dans les secteurs dans lesquels tu veux aller. Tu vas avoir quelques points de marge, mais ça te coûtera beaucoup moins cher que d'avoir une force commerciale à toi-même. Ouais, je préfère vraiment y aller de manière flexible vis-à-vis de ça, avec les inconvénients que ça encourt, mais après, à Mars, voilà, ça marche à la confiance et on va dire au feeling avec les réseaux qu'on a et les retours, etc. Donc, on verra. Pour l'instant, après, moi, je trouve que si tu veux, les réseaux, ils ont quand même un gros avantage dans le sens où il y en a en tout cas, ils sont proches de leurs agences, ils ont quand même un pouvoir d'autorité, ils ont, si tu veux, un discours qui passe beaucoup mieux. Toi, si tu arrives de ton côté à essayer de défoncer un peu le mur, tu vois, de briser la glace, etc. Bon, c'est beaucoup d'efforts. Du coup, ça va te coûter de l'argent, en effet, parce que du coup, tu devras avoir une approche personnalisée au téléphone, à expliquer, etc., à prendre par la main, machin et tout. Alors que si tu passes par des intermédiaires, donc des réseaux, et le marché en fait, c'est assez concentré quand même, il y a quand même des gros réseaux, etc. Donc du coup, ça t'évite un peu d'encourir tous ces coûts d'acquisition qui peuvent être très très élevés au début et de bootstrapper de manière bien plus rapide. Et donc d'être plus flexible et forcément dans l'optique de levée de fonds systématique. À toi, Eudes. T'as pas mis ton micro? On n'a pas mis le micro, on n'entend pas. Oui, désolé. En plus, ouais. Merci Eric pour le temps que tu nous as accordé. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi ta définition d'un entrepreneur? C'est quoi ma définition d'un entrepreneur? Écoute, pour moi, un entrepreneur, c'est une opinion très personnelle, d'accord? Et je pense que j'y ai pas trop réfléchi en fait. Mais pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut créer une entreprise. Et justement, à mon avis, le truc, il est là, c'est que pour moi, il y a une grande différence entre, par exemple, une activité personnelle que tu peux faire, enfin une activité professionnelle que tu peux faire où tu vas vendre ton temps, etc. Et monter une entreprise où là, tu vas aller essayer d'avoir un développement, une scalabilité, etc. Donc, je dirais qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut créer une entreprise, je sais pas. D'accord. Merci Thierry. Voilà. D'accord. Super. On va arrêter la room, donc on transmet sur Clubhouse. Merci à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à toutes les personnes. Je ferme la room. À très vite pour les prochaines interviews. Merci à vous. Merci de m'avoir invité pour vos questions. C'est super. Et merci à toi. Et prochain, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Clôture la diffusion. À très vite pour de nouvelles interviews.